Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Rachel, je suis interne d'Anastrea avec Claire en anesthésie et je voulais vous présenter un stage junior sur l'analgésie périopératoire du patient obèse, surtout pour comparer le SUF et le REMI. Donc pourquoi je vous parle de ça? Juste sur la... Pardon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avec Claire, déjà on a beaucoup de patients obèses. Pardon. On a beaucoup de patients obèses, on a une grosse filière de patients obèses avec la chirurgie bariatrique et les chefs de ce service, enfin les médecins de ce service ont fait une enquête d'analgésie au SSPI de ces patients, de 89 patients en 2025 et dans ces 89 patients, il y avait 7 patients qui étaient obèses et ils ont regardé s'ils avaient des douleurs post-opératoires. Et en fait, sur ces 7 patients, il y en a 6 qui avaient mal au réveil. Donc il n'y en a que 1 qui avait pas de douleur, qui avait 0 sur 10 de VA. Et donc, on a voulu savoir pourquoi. Donc, avec Claire, le protocole d'analgésie pour ces patients, c'est une évoque de rémifentanil en péropératoire, et après, en post-opératoire, on fait de la morphine pour le rescue en analgésie. Donc, on va faire un peu de rappel d'obésité en anesthésie. Déjà, l'obésité, c'est quelque chose d'assez fréquent. Le surpoids, ça représente 41% des hommes, 25% des femmes, ça c'était en 2016, et l'obésité globale, c'est à peu près 15%, que ce soit homme ou femme, en 2016. Et ces chiffres, ils font que croître. Les complications de ces patients obèses, elles sont multiples. Il y a des complications cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, digestives, et l'obésité en soi, elle augmente le risque d'événements respiratoires critiques en post-opératoire de plus de 2. Et comment ça augmente tout ça? En fait, l'obésité, ça va appuyer en gros sur les poumons, ça va baisser la CRF, ça augmente le risque d'atelectasie. Ces patients, en plus, ils vont avoir des douleurs en post-opératoire, surtout après des sleeves, par exemple, pendant nous, et tout ça, ça va empêcher la toux et favoriser encore plus l'atelectasie. Les patients obèses, en plus, ils ont une consommation d'oxygène et un travail respiratoire qui, de base, est augmenté. Et donc tout ça, en plus, ça va diminuer l'oxygénation de ces patients de base et encore plus pendant l'anesthésie. Les patients obèses ont aussi un risque de collapsus des voies aériennes supérieures qui est important, et tout ça, c'est majoré par les opiacés et les dépresseurs respiratoires comme les benzos. Donc qu'est-ce que disent les recos par rapport à l'anesthésie chez les patients obèses? Donc déjà, la SFAR, qu'est-ce qu'elle dit? En 2018, elle dit, chez les patients obèses, il faut préférer la LR que l'AG. Si c'est une AG, on préfère mettre un médicament qui est réversible, qui agit rapidement, qui se lève rapidement. On évite les dépresseurs respiratoires. Et les opiacés, on les utilise sur le poids idéal théorique. Et il faut éviter le débit continu de morphine en post-opératoire. Ok, on ne parle pas trop du péropératoire. Le MAPAR, quant à lui, en 2022, il dit que la pharmacocinétique des opiacés, elle est mal connue chez le patient obèse parce qu'on a un volume de distribution qui est augmenté, une élimination qui est retardée et qu'il faut privilégier l'évoque de REMI. Donc le MAPAR, il se mouille un petit peu plus que la SFAR en tout cas. Et donc nous, on va regarder un peu pourquoi cette évoque de REMI, pourquoi ça a l'air mieux en pratique. Donc déjà, le REMI versus le SUF dans la population générale, qu'est-ce que ça dit? Donc là, je vous présente une étude brésilienne de 2024 qui est une méta-analyse de 7 études d'environ 400 patients où ils ont comparé le SUF versus le REMI pour des adultes qui avaient bénéficié d'une chirurgie, avec une anesthésie intraveineuse. C'était toute chirurgie sauf cardiaque et c'était à la base de propofol, l'anesthésie. En critère de jugement principal, ils ont regardé le temps jusqu'à l'extubation et en critère de jugement secondaire, ils ont regardé la consommation d'analgésiques de secours post-opératoire et les effets indésirables. Et donc, dans le critère de jugement principal, le temps jusqu'à l'extubation, on voit que dans le groupe rémifentanil, en gros, de ce côté-là, c'est le groupe REMI qui est en faveur, il est moindre que le groupe sufentanil. Donc, on a l'impression que cette méta-analyse nous montre que le temps jusqu'à l'extubation, il est moindre dans le groupe rémifentanil que dans le groupe sufentanil, dans cette méta-analyse qui ne s'occupe pas de patients obèses pour l'instant. L'analgésie post-opératoire de secours, elle, en fait, on voit qu'on met moins d'analgésiques post-opératoire de secours dans le groupe sufentanil que dans le groupe REMI. Donc on a l'impression que le REMI, en fait, en post-opératoire, ils ont plus mal. Les NVPO, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, c'est pas significatif, mais on voit que ça va un peu plus dans le sens du rémifentanil. On a l'impression que dans le groupe REMI, ils ont un peu plus de NVPO, mais c'est pas significatif. Idem pour les incidences des dépressions respiratoires, c'est un peu plus vers le REMI, mais c'est non significatif. Et donc maintenant qu'on a vu ça chez la population générale, on va regarder chez le patient obèse, qu'est-ce qu'il dit?
étude de 2004, qui est un essai randomisé, où ils vont comparer 3 groupes d'opiacés, le rémi, le fentanyl et l'alfentanyl. L'alfentanyl, on va pas l'utiliser, on va pas le regarder. Tout ça, c'est en double aveugle. Ils vont prendre 60 patients obèses avec un IMC supérieur à 35, qui ont subi une chirurgie par bypass, et ils vont regarder comme critère de jugement principal le profil de récupération post-anesthésie. Et en critère de jugement secondaire, ils vont regarder les besoins en analgésie post-opératoire, l'UVA, les nausées vomissements. Et dans le critère de jugement principal, qui est le temps de récupération, on voit que la respiration spontanée et la respiration adéquate, elle est moindre dans le groupe rémi-fentanyl que dans le groupe fentanyl de manière significative, mais elle est moindre de 1 à 2 minutes, enfin, c'est pas énorme. Par contre, le temps jusqu'à l'extubation, il n'est pas différent entre les deux. Donc on a l'impression que le patient se réveille plus vite, le patient obèse, mais après le temps d'extubation, il n'est pas significativement plus court. Pour les douleurs post-opératoires précoces, en fait là c'est de 0 à 5, c'est la douleur comment il la cote, on voit qu'il y en a plus dans le groupe rémi-fentanyl, il y en a environ 25% pour les douleurs perturbantes comparé au groupe fentanyl, il n'y a que 1, 4, et on a l'impression donc qu'avec le rémi-fentanyl chez ces patients obèses, les patients ont plus mal au réveil. Pour les NVPO, on voit également que c'est significativement plus en faveur du rémi-fentanyl où les patients ont des nausées, vomissements, ce qui est pas, quand même pas ouf. Mais par contre, il n'y a pas de détresse respiratoire, d'inhalation qui ont été rapportées dans cette étude. Ensuite, deuxième étude française de 2011, qui est une étude prospective contrôlée randomisée, où là, ils vont aussi comparer le SUF avec le rémi en double aveugle chez des patients obèses, encore une cohorte un peu plus grande de 100 patients, des patients qui ont un IMC supérieur à 35 qui doivent bénéficier de la pose d'un anneau gastrique. Et ils ont regardé en critère de jugement principal la qualité du réveil après l'anesthésie, et en critère de jugement secondaire, le temps jusqu'à l'éveil, la qualité de l'analgésie et les effets indésirables. Pour le critère de jugement principal, donc les données post-opératoires immédiates, on voit que tout ce qui est l'extubation, les mouvements spontanés du corps, l'ouverture des yeux et la triple orientation, tout est plus court de manière significativement dans le groupe rémi-fentanyl. Donc ils se réveillent plus vite. Et dans cette étude-là, ils sont même extubés plus vite. Mais la durée au réveil, c'est la même. Donc ça va plus vite, mais au final, il reste le même temps chez nous. Et quand on regarde maintenant la consommation en opiacés de ces patients dans les 24 heures post-opératoires, on voit que dans les 4 premières heures, on a le groupe gris c'est rémi et blanc c'est sulfentanyl. On voit que le rémi, en fait, il consomme plus dans les 4 premières heures de morphinique en post-opératoire. Donc ils sont moins bien soulagés en post-opératoire. Ensuite, une autre étude de 2012, qui est une étude prospective randomisée qui compare le rémi versus le fentanyl. Chez 66 patients qui sont aussi obèses et qui ont une chirurgie programmée encore pour un anneau gastrique, ils vont regarder comme critère de jugement principal le temps jusqu'à l'extubation. Et critères de jugement secondaire, des paramètres respiratoires, le VA et d'autres événements indésirables. Et ce qu'on voit, c'est que le temps jusqu'à l'extubation, il est encore plus court de manière significative dans le groupe rémi. Ils ne parlent pas, eux, par contre, de la durée au réveil, en tout cas, je ne l'avais pas. Et par contre, la saturation à la sortie du réveil, on voit qu'elle est plus importante dans le groupe rémi que dans le groupe fentanyl. Donc, on a l'impression, dans cette étude seulement, que ces patients obèses, ils auraient moins de désaturation à la sortie. Ensuite, une autre étude de 2007, qui est une étude monocentrique contrôlée randomisée en simple aveugle, d'une quarantaine de patients qui sont aussi obèses, qui doivent aussi avoir un anneau gastrique. Ils ont comparé encore le rémi et le SUF, et ils ont regardé la stabilité hémodynamique en critères de jugement secondaire. Je voulais juste en parler rapidement pour vous montrer que dans le groupe rémi-fentanyl, chez ces patients obèses, on a une meilleure stabilité hémodynamique avec des patients qui ont moins de variations de leur PAS et de la PAM de manière significative. Donc maintenant qu'on a vu que le rémi, on a l'impression que on a plus de douleurs post-opératoires avec, que ça permet d'extuber plus vite, ok, mais en fait ils ne sortent pas de réveil plus vite. Est-ce que si on faisait du rémi plus du SUF, parce qu'en fait ils ont mal, donc pourquoi pas rajouter un opiacé, ça marcherait? Donc pour ça, j'ai trouvé d'autres études qui ne s'intéressent pas aux patients obèses, parce que j'en ai pas trouvé, mais à d'autres patients, et que peut-être on pourra faire des études plus tard avec ça.
Donc c'est une étude de 2019 brésilienne qui a un essai contrôlé randomisé en double aveugle chez des patients, une quarantaine de patients majeurs qui ont une chirurgie abdominale. Et eux, ils ont un IMC moyen entre 26 et 28, mais ce n'est pas encore nos patients. Et eux, ils vont faire une anesthésie par évoque de Rémy. Et à l'induction, il y a un groupe qui va avoir du SUF et l'autre groupe qui ne va pas avoir de SUF. Et ils vont regarder comme critère de jugement principal la consommation de morphine post-opératoire dans les 48 heures post-chirurgie. Donc il y a un groupe SUF, un groupe contrôle. Dans le groupe SUF, ils vont être induits avec du SUF. Dans le groupe contrôle, ils vont avoir le Rémy qu'on va poursuivre après pour les deux. Et après, avant le bloc, ils ont des antalgiques, enfin avant la fin du bloc, pardon. Et à la fin, en post-op, ils ont une PCA de morphine et ils vont regarder combien ils consomment sur leur PCA. Et donc, quand on regarde la consommation de morphine au réveil de ces patients, on voit que dans le groupe où ils ont eu du sufentanil à l'induction, les patients, dans les 15 premières minutes seulement, il y a une différence significative de consommation de morphine. Ils ont 2 dans le groupe SUF et 5 dans le groupe contrôle. En revanche, pour les minutes restantes, il n'y a pas c'est pas différent de manière significative. Et quand on regarde au total les morphiniques qu'ils ont eu au réveil, il y en a moins dans le groupe sufentanil que dans le groupe contrôle. Donc peut-être pour essayer de faire une épargne morphinique, ça pourrait être intéressant. Ensuite, une autre étude chinoise de 2020, parce que là maintenant on a parlé du SUF à l'induction. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas mettre du SUF, je sais pas, 1 heure avant la fin de la chirurgie, pour les soulager. Donc là, une étude chinoise de 2020, qui est une étude contrôlée randomisée en double aveugle, sur une quarantaine de patients, plutôt des patientes jeunes qui doivent avoir une myomectomie sous cellulose. Et eux, ils vont faire du SUF 1 heure avant de la chirurgie, versus un groupe pas de SUF 1 heure avant la fin de la chirurgie. Et ils vont regarder comme critère de jugement principal l'EVA post-opératoire, et les critères de jugement secondaire, les effets indésirables. On voit que pour l'EVA post-opératoire, et ben en fait, dans le groupe sufentanil, il y a une différence significative pour en fait, toutes les heures, jusqu'à 1 heure après la fin de la chirurgie. Et en fait, que les patients dans le groupe sufentanil, ils ont moins mal de manière significative que dans le groupe contrôle. Et même la moyenne globale est significative. Donc, le sufentanil, en plus, ça pourrait soulager. Et ensuite, pour parler un peu des effets indésirables, dans le groupe sufentanil, en revanche, ils ont peut-être moins mal, par contre, ils toussent moins. Et ça, chez nos patients obèses, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout qu'ils ont déjà pas mal d'électasie, donc on va éviter. Et donc, là, on a parlé un peu de pratique, mais si on parle un peu de physio, là, on a dit pourquoi pas, est-ce qu'on ferait du Rémy plus du SUF? Mais en fait, j'ai regardé des études un peu, physio et chez des rats, en fait, et on voit que in vitro, chez le rat, l'affinité du SUF, elle est 70 fois supérieure à celle du Rémy pour les récepteurs mu. Et en fait, l'affinité au récepteur, elle est totalement corrélée à l'analgésie. Et donc, il y a quand même un risque de compétition entre ce SUF et ce Rémy qui vont s'attacher au même site, quoi. Donc, en théorie, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc là, je vous ai parlé un peu de SUF, je vous ai parlé de Rémy, mais en fait, j'ai même parlé par un moment un peu de fentanyl, mais je n'ai même pas parlé de morphine. Donc en fait, là, on parle de patients obèses, mais qu'est-ce qu'on utiliserait en plus du Rémy? Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas du SUF, du fentanyl ou de la morphine? Ça, on va voir. Donc là, pourquoi pas déjà du fentanyl versus du sufentanil? Donc là, en fait, c'est une étude de 2019 prospective randomisée en double aveugle d'environ une cinquantaine de patientes qui doivent avoir une hystérectomie totale. Et ils ont fait un groupe fentanyl, un groupe SUF, et ils ont regardé en post-opératoire la consommation d'opiacés qu'elles ont. Et on voit que dans le groupe fentanyl, elles consomment davantage de manière significative de morphinique en post-opératoire. Donc, j'étais plus en faveur de mettre du SUF parce qu'avec le fentanyl, on avait l'impression qu'elles étaient moins soulagées. Et la morphine, eh ben, je ne sais pas, parce que j'ai trouvé aucune étude qui compare SUF versus morphine dans aucune population, donc je ne sais pas. Mais en théorie, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée parce qu'il y a une demi-vie plus longue. Et ça, c'est juste de la théorie, pas de la pratique. Et donc là, on s'intéresse à des patients obèses, mais à partir de quel IMC on s'intéresserait à ces patients? Eh bien, là, j'ai trouvé une étude chinoise de 2025, donc assez récente. C'est une étude de cohorte rétrospective de 125 000 patients. Et c'était des patients adultes qui doivent avoir une chirurgie non cardiaque et non obstétricale. Et ils ont regardé, en fait, en critère de jugement principal, l'incidence des complications pulmonaires post-opératoires. Et en fait, ils ont corrélé ces incidences de complications pulmonaires post-opératoires à l'IMC. Et en fait, on voit que
la relation entre l'IMC et les complications pulmonaires post-opératoires, elle est corrélée, et surtout à partir de 35 d'IMC, on a vraiment un cut-off. Et comme toutes nos études, elles ont été faites, enfin les études dont on a parlé avant chez les patients obèses, ils utilisaient un IMC supérieur à 35 comme cut-off. Et ben, je pense que c'est une bonne idée. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour le REMI chez l'obèse? Déjà, le REMI, il a le premier avantage d'avoir un temps de récupération post-opératoire qui est plus court. Mais en fait, c'est un temps d'éveil qui est plus court, on a l'impression chez ces patients, un temps parfois d'extubation qui est plus court, mais au final, le temps au réveil, en SSPI, il est pas significativement différent. Donc, c'est pas si avantageux. Par contre, il y a une meilleure stabilité hémodynamique, ça on le retrouve chez l'obèse, on le retrouve chez les patients candidats. Les inconvénients, c'est que c'est des patients qui ont des douleurs post-opératoires précoces plus importantes, et donc en fait, qui vont avoir une consommation morphinique en post-opératoire qui est augmentée, avec les risques les risques des cours, donc détresse respiratoire et puis formulation. Mais par contre, c'est des effets indésirables que je n'ai pas retrouvés dans aucune des études. En tout cas, ils n'ont pas été rapportés, même en fouillant dans les annexes. Et on voit aussi qu'il y a davantage de NVPO, mais je n'ai pas non plus de cas d'inhalation qui a été rapporté dans les études. Et donc, est-ce que ça favorise les dépressions respiratoires? On n'a pas trop l'impression que le REMI en lui-même les favorise, mais si on consomme plus de morphine en post-opératoire, logiquement, on en aurait plus. Et donc, moi, je propose un protocole pour ces patients obèses et pour l'analgésie de ces patients obèses, pour un IMC supérieur à 35, le cut-off. Et je propose qu'on continue par contre à faire l'évoque de REMI, qu'on adapte à l'hémodynamique et au PIS, et que pour les chirurgies lambda, générale, on va dire, je propose qu'on ajoute du sufentanil à l'induction pour limiter la consommation de morphine en post-opératoire. Et si c'est des chirurgies à risque de douleur, par exemple des chirurgies du rachis, on ne fasse pas d'évoque de REMI, mais qu'on fasse du SUF à l'induction et pourquoi pas 1 heure avant la fin. Voilà, merci beaucoup de votre attention.